Je n'oublierai jamais ce moment. Ce petit morceau de papier froissé, glissé discrètement sous mon assiette, a bouleversé ma vie entière. 5 mots griffonnés à la hâte par ma fille, fait semblant d'être malade et part. Sur le coup, j'ai cru à une blague. Mais en levant les yeux, j'ai vu le visage de Léa. Pâle, figé. Ses yeux, d'ordinaire si doux, étaient remplis d'une peur que je n'avais jamais vue chez elle. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, quelque chose n'allait pas. La soirée avait pourtant commencé comme toutes les autres. Nous vivions depuis 2 ans dans une belle maison près d'Annecy, une demeure que mon mari, Marc, adorait montrer à ses amis. Ce soir-là, il recevait 2 de ses associés pour un dîner d'affaires. Il voulait les impressionner, comme toujours. J'avais tout préparé, le menu, la décoration, les fleurs fraîches sur la table. Je me sentais fière, apaisée, presque heureuse. Léa, 14 ans, était montée dans sa chambre un peu plus tôt, prétextant un devoir à finir. Lorsque je l'ai vue revenir et s'asseoir silencieusement à table, j'ai su qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et quand j'ai ouvert ce billet sous la nappe, mon cœur a raté un battement. « Léa, qu'est-ce que… » Elle m'a fait un signe rapide, presque imperceptible, pour me taire. Ses doigts tremblaient. Marc, de son côté, continuait à plaisanter avec ses invités, le sourire figé, la voix pleine de cette assurance un peu arrogante qui lui servait de masque. Je n'entendais plus rien de la conversation, seulement les battements précipités de mon cœur. Je me suis levée lentement. « Excusez-moi, j'ai une migraine soudaine », ai-je murmuré. « Je vais prendre quelque chose et me reposer quelques minutes. » Marc a levé un sourcil. « Maintenant ? Mais tout allait bien il y a 5 minutes. » « Oui. » C'est tombé d'un coup. La lumière, peut-être. Il a hésité un instant, puis, sous le regard de ses collègues, il a forcé un sourire. « D'accord, va te reposer. » Léa s'est levée à son tour. « Maman, je t'accompagne. » Nous avons quitté la salle à manger. Je sentais son souffle court derrière moi. À peine la porte de sa chambre refermée, elle a tourné la clé et s'est précipitée vers son bureau. « Maman, écoute-moi, » murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Il faut partir d'ici. Maintenant. » « Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Marc attend ses invités. »« Maman, s'il te plaît, ce n'est pas une blague. Ta vie est en danger. » Je l'ai regardée, interdite. « Tu es malade, ma chérie ? Qu'est-ce qui te prend ?» Ses yeux se sont emplis de larmes. J'ai tout entendu cette nuit. Marc parlait au téléphone. Il disait « Demain, elle boira le thé comme d'habitude, et tout aura l'air d'un arrêt cardiaque. » Ma gorge s'est serrée. Mon cerveau refusait de comprendre. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des pas dans le couloir. La poignée de la porte a bougé. « Monique ? Léa ? Qu'est-ce que vous faites ? Les invités sont arrivés. » Marc. J'ai pris une inspiration tremblée. « J'arrive, » ai-je répondu d'une voix douce. « J'ai juste besoin d'un moment. » Puis je me suis tournée vers ma fille. Elle me fixait, le visage tendu, les yeux suppliants. Et contre toute logique, j'ai décidé de lui faire confiance. Je suis sortie, jouant la comédie de la migraine. « Je vais à la pharmacie » ai-je annoncé à Marc. « J'ai besoin d'un médicament plus fort. Léa vient avec moi. »« Très bien, mais ne traînez pas » a-t-il répondu d'un ton faussement aimable. 5 minutes plus tard, nous étions dans la voiture, moteur allumé, roulant dans la nuit. Monique, la femme confiante et raisonnable, venait d'entrer dans une histoire qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et 10 minutes après avoir quitté la maison, ma fille m'a révélé la vérité qui allait tout changer. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La route défilait devant nous, déserte et silencieuse. Je conduisais sans vraiment savoir où j'allais, les mains crispées sur le volant. À côté de moi, Léa fixait la fenêtre, les yeux perdus dans le vide. « Maintenant, explique-moi » ai-je murmuré, la voix encore tremblante. Elle a pris une grande inspiration avant de parler. Cette nuit, vers 2 heures, je suis descendue chercher de l'eau. La porte du bureau de Marc était entr'ouverte. J'ai entendu sa voix. Il parlait au téléphone, très bas, presque en chuchotant.
D'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'un appel professionnel. Mais quand il a dit ton prénom, j'ai compris que ce n'était pas le travail. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'a-t-il dit exactement? Il a dit « Tout est prêt pour demain. Elle prendra le thé comme d'habitude. Personne ne soupçonnera rien. Ça aura l'air d'une crise cardiaque, tu me l'as garanti. » Sa voix s'est brisée. Et puis, il a ri, maman. Il a ri. Comme si ta mort allait être un détail sans importance. J'ai senti le monde vaciller autour de moi. Marc, mon mari depuis 2 ans, l'homme avec qui je partageais ma vie, mes repas, mes projets, parlait de me tuer. Non, ce n'était pas possible. Tu es sûr de ce que tu as entendu? Peut-être que... Je suis sûr, m'a-t-elle coupé. Et il a ajouté ton nom dans une autre phrase, quand il parlait d'une assurance. Il disait que tout serait réglé une fois que le contrat serait versé. L'assurance vie. Celle qu'il m'avait convaincu de signer 6 mois plus tôt pour notre sécurité en cas d'accident. 1 million d'euros. À ce moment précis, tout s'est éclairé. Léa a sorti un papier de sa poche et me l'a tendu. Et j'ai trouvé ça aussi. C'était un relevé bancaire imprimé. Des virements réguliers vers un autre compte que je ne connaissais pas. Des petites sommes chaque semaine. Suffisamment discrètes pour ne pas éveiller les soupçons. Je me suis garé sur le bas-côté, incapable de continuer à conduire. « Il est en faillite », a murmuré Léa. J'ai vu des documents dans son bureau, des dettes énormes. Il a tout perdu, mais il ne veut pas l'admettre. Je sentais mes mains trembler. Tout ce que je croyais solide venait de s'effondrer. Marc n'était pas l'homme stable et aimant qu'il prétendait être. Il m'avait volé, manipulé, et maintenant, il voulait se débarrasser de moi. J'ai fermé les yeux un instant, respiré, pensé. « On va aller à la police », ai-je dit. « Et leur dire quoi ?» a répliqué Léa. « Qu'on pense qu'il veut t'empoisonner ? Sans preuve ?» Elle avait raison. Ce serait sa parole contre la mienne. Et Marc savait se montrer charmant, convaincant. Il retournerait la situation contre nous en un clin d'œil. Un silence lourd s'est installé dans la voiture. Puis, soudain, une idée a germé dans mon esprit. « On a besoin de preuves », ai-je murmuré. « De vraies preuves. » « Comment ? » « Le poison. S'il prépare quelque chose pour aujourd'hui, il doit avoir un produit quelque part. Un flacon, une poudre, n'importe quoi. » Léa m'a fixé, effrayée. « Tu veux dire qu'on doit retourner à la maison ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui, juste le temps de trouver ce qu'il cache. » Elle a protesté, bien sûr. Mais au fond de moi, une froide détermination avait remplacé la peur. Si je fuyais sans rien prouver, Marc inventerait une histoire. Que j'étais instable, que j'avais pris la voiture sous le coup d'une crise de panique. Et il aurait raison d'un point de vue légal. « Écoute-moi, » ai-je dit doucement à Léa. « On va jouer son jeu. Je vais prétendre que le médicament m'a fait du bien, qu'on est revenu pour le dîner. Toi, tu iras dans ta chambre. Et pendant ce temps, tu chercheras dans son bureau. » Léa a baissé les yeux, mordillant sa lèvre inférieure. « Et si jamais il s'en rend compte? Alors tu m'envoies un message avec un seul mot, maintenant. Et toi? Moi, je trouverai une excuse pour qu'on parte tout de suite. » Elle m'a regardé longuement, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas une enfant, mais une jeune femme, lucide, courageuse, prête à affronter le pire. J'ai remis le contact. La route du retour s'est dessinée devant nous comme un couloir sombre vers le danger. Je savais que j'étais sur le point de retourner dans la gueule du loup. Mais cette fois, j'étais prête à mordre. Je n'avais jamais autant eu peur de rentrer chez moi. Lorsque j'ai garé la voiture devant la maison, la façade éclairée me semblait soudain étrangère, presque menaçante. C'était ma maison, oui, mais ce soir-là, elle me donnait la chair de poule. « Souviens-toi du plan », ai-je chuchoté à Léa. « On reste calme. Tu montes dans ta chambre dès qu'on entre. » Elle a hoché la tête, le visage tendu. À peine la porte franchie, le bruit des conversations et des rires nous a enveloppés. Les invités de Marc étaient là, assis dans le salon, une coupe de champagne à la main. Marc, lui, se tenait au centre de la pièce, parfait dans son rôle d'hôte charmant. Quand il nous a vus,
son sourire s'est figé, une seconde à peine, mais je l'ai remarqué. « Ah, vous revoilà !» lança-t-il d'un ton léger. « Alors, la migraine ?»« Mieux ?» ai-je répondu avec un sourire forcé. « Le médicament a fait effet. »« Parfait. Et toi, Léa ?»« J'ai mal à la tête aussi, » dit-elle en baissant les yeux. « Je vais me coucher un peu. »« Bien sûr, ma chérie, prends soin de toi, » répondit-il, faussement tendre. Je l'ai regardé monter les escaliers, le cœur battant. Puis j'ai suivi Marc dans le salon, essayant de jouer la femme détendue. « Tiens, prends un verre, » m'a-t-il proposé en m'apportant une coupe. « Non merci, » ai-je dit, juste de l'eau. L'alcool et les migraines ne font pas bon ménage. Il a plissé les yeux. « Et ton thé ? Tu ne veux pas de ton thé habituel ?» Une vague glaciale m'a traversé. J'ai forcé un sourire. « Pas ce soir. La caféine, tu sais. » Il a haussé les épaules, feignant l'indifférence, puis s'est tourné vers ses invités pour reprendre la conversation. Je me suis assise, essayant de me fondre dans l'ambiance. Mais chaque rire, chaque mot me semblait faux, artificiel. Sous ce vernis de convivialité, je sentais le poison, au sens propre comme au figuré. Pendant que Marc parlait, je jetais des coups d'œil réguliers vers mon téléphone posé discrètement sur mes genoux. Pas de message de Léa, aucun signe. Le temps s'étirait comme une corde prête à céder. 20 minutes plus tard, mon portable a vibré. Un seul mot s'affichait à l'écran. Maintenant. J'ai senti mon estomac se contracter. Je me suis levée aussitôt, essayant de paraître naturelle. « Excusez-moi », ai-je dit aux invités. « Je vais voir si Léa a besoin de quelque chose. » Marc m'a suivi du regard, son sourire toujours plaqué, mais ses yeux étaient différents, soupçonneux. Je suis montée à l'étage, chaque marche résonnant comme un battement de cœur. Léa m'attendait dans sa chambre, pâle comme un linge. « Il sait, » murmura-t-elle. « Il monte. »« Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Elle m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, des photos. Un petit flacon ambré sans étiquette, posé dans le tiroir du bureau de Marc. Et, à côté, une feuille écrite de sa main. Je l'ai lue rapidement. 10h30. Les invités arrivent. 11h45. Servir le thé. Effet dans 15-20 minutes 12h10. Appeler le SAMU. Trop tard. Mon sang s'est glacé. Tout était là, planifié, minuté comme une réunion. Un bruit dans le couloir. Des pas. La poignée qui tourne. « Reste calme », ai-je chuchoté. On fait comme si de rien n'était. La porte s'est ouverte. Marc est apparu, un sourire poli aux lèvres. « Tout va bien ici ?»« Oui », ai-je répondu d'une voix douce. Léa se repose, c'est tout. Il a posé son regard sur moi, insistant, puis sur Léa. « J'ai préparé ton thé, Monique. Celui que tu aimes tant. Il t'attend dans la cuisine. » J'ai senti mes mains devenir moites. « Merci. Mais je crois que je vais éviter ce soir. »« Oh, allons » a-t-il dit d'un ton plus ferme. Ce mélange est excellent pour les maux de tête. J'ai compris à cet instant que refuser trop clairement serait dangereux. Alors, j'ai feint la docilité. « D'accord. Je descends dans 1 minute. » Il a hoché la tête, puis a refermé la porte. Et aussitôt, un cliquetis sec, la serrure qui se bloque. Il venait de nous enfermer. Léa s'est précipitée vers la porte. « C'est fermé! Il nous a enfermés, maman !» Je suis restée un instant paralysée, puis j'ai balayé la pièce du regard. La fenêtre. On n'a pas le choix, on passe par là. Mais on est au 1er étage. On improvisera. J'ai attrapé le couvre-lit, solide, et l'ai noué à la base du bureau. Les pas de Marc résonnaient déjà dans le couloir. « Dépêche-toi !» ai-je soufflé. « Descends, vite !» Léa a passé une jambe par la fenêtre, s'est agrippée au drap et a commencé à descendre. La porte s'est mise à vibrer sous les coups. « Monique, ouvre cette porte !» Elle a lâché le drap, a roulé sur la pelouse et s'est redressée, indemne. Je n'ai pas hésité. J'ai sauté à mon tour. La douleur a explosé dans ma cheville, mais je me suis relevée d'un bond. Léa m'a saisi la main. « Cours !» Derrière nous, la voix de Marc a hurlé par la fenêtre. « Vous ne pouvez pas fuir, Monique !» Mais c'était trop tard. Cette fois, ce n'était plus lui le chasseur. C'était nous, les survivantes.
Nous courions à perdre haleine dans le jardin, l'herbe fouettant nos jambes. Derrière nous, j'entendais les cris de Marc, le fracas d'une porte qu'on claque, le bruit de ses pas dans l'escalier. Je n'avais plus mal à la cheville, plus mal nulle part. Seule l'adrénaline me tenait debout. « Par ici !» lança Léa, haletante. Nous avons contourné la haie, traversé le petit potager et franchi le muret du fond. De l'autre côté, un chemin menait vers un petit bois, une zone de promenade tranquille en temps normal. Cette nuit-là, c'était notre seul espoir. Les lumières de la maison derrière nous se sont éteintes d'un coup. Puis j'ai entendu le grincement de la grille. Marc sortait à son tour. « Vite, Léa !» ai-je soufflé. Il nous suit. Nous avons couru entre les arbres, les feuilles mortes craquant sous nos pas. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration brûlait dans ma gorge. Je n'osais pas regarder derrière moi. Après quelques minutes, nous avons atteint la clôture du lotissement. Une porte métallique marquée « Sortie de service, accès réservé au personnel d'entretien ». J'ai tiré, poussé, verrouillé. Non, non, non. Léa, plus vive que moi, a fouillé dans mon sac. Ta carte du syndic. Si elle passe sur le lecteur, je l'ai tendue d'une main tremblante, l'ai glissée sur le boîtier électronique. Un bip, une lumière verte. La porte s'est déverrouillée. Nous nous sommes engouffrés dehors. De l'autre côté, une petite rue tranquille, bordée de maisons endormies. J'ai refermé la porte derrière nous et me suis appuyé contre le mur, le souffle court. « Où allons-nous » demanda Léa. « Quelque part où il ne pensera pas à chercher tout de suite. » Je me suis remise au volant. La route descendait vers le centre d'Annecy. Quelques lampadaires diffusaient une lumière pâle. Il devait être près de 23 heures. Léa tremblait encore. « Et s'il appelle la police ?»« Il le fera, » répondis-je, « mais pas comme tu crois. Il dira que je suis folle, que je t'ai entraînée dans une crise de panique. Il va tout retourner contre nous. » Elle s'est tue, le regard perdu. Je savais qu'elle comprenait. Nous n'étions plus seulement en danger, nous étions aussi des cibles d'une manipulation. Après 10 minutes, j'ai aperçu les lumières du centre commercial Courrier. C'était parfait, un lieu public, avec des caméras, du passage, des cafés ouverts tard. Nous y serions en sécurité, du moins temporairement. Nous avons garé la voiture dans le parking souterrain et pris l'escalator jusqu'à l'étage des restaurants. Une brasserie encore ouverte nous a accueillis dans un brouhaha rassurant. Je me suis effondrée sur une chaise, les mains glacées. « On ne peut pas rester ici, maman, » murmura Léa. « Non, mais on a besoin d'aide avant de bouger. » J'ai sorti mon téléphone et cherché un numéro. Maître Adeline Bernard, une ancienne amie de fac, devenue avocate pénaliste à Chambéry. Je n'avais pas osé l'appeler depuis des années. Ce soir-là, je n'avais plus le choix. Elle a décroché au bout de 2 sonneries. « Monique, tu sais l'heure qu'il est ?»« Adeline, je t'en supplie, écoute-moi. C'est une question de vie ou de mort. » Je lui ai tout raconté. Le billet de Léa, les mots entendus, le flacon, le thé, la fuite. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Sa voix, posée, professionnelle, m'a redonné un peu d'équilibre. « Où es-tu ?»« Au centre commercial Courrier, à Annecy. Ne bougez pas, j'arrive dans 30 minutes. Et surtout, ne parlez à personne, pas même à la police. » À la police ? J'ai levé les yeux, confuse, et c'est à ce moment-là que j'ai vu 2 silhouettes en uniforme entrer dans la brasserie. Ils regardaient autour d'eux, comme s'ils cherchaient à quelqu'un. « Maman !» chuchota Léa, blême. Ils nous ont repérés. L'un d'eux s'est approché, poli mais ferme. « Madame Monique Girard ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Votre mari est très inquiet. Il a signalé votre disparition et celle de votre fille. » Disparition. Le mot a résonné comme une gifle. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » ai-je tenté d'expliquer. « Mon mari ?» « Calmez-vous, madame. On est là pour vous aider. » Léa s'est levée brusquement. « Ce n'est pas elle, la folle, c'est lui. Il a voulu l'empoisonner. » Les 2 agents ont échangé un regard embarrassé. Le plus âgé a pris un ton paternel. « Jeune fille, ce sont des accusations graves. » J'allais répondre quand une voix familière a retenti derrière moi. « Bonsoir, messieurs. Je suis maître Adeline Bernard, avocate au barreau de Chambéry. Ces 2 femmes sont mes clientes. » Je me suis retournée.
Elle était là, droite, élégante, le regard déterminé. « Adeline, avant de poursuivre quoi que ce soit, reprit-elle d'un ton calme mais autoritaire, je vous demande de ne poser aucune question sans ma présence. Ces femmes sont victimes, non suspectes. » Les policiers ont échangé un nouveau regard, puis ont reculé légèrement. Je me suis senti respirer pour la première fois depuis des heures. « On va aller au commissariat », annonça Adeline. « Ensemble. » « Mais, Marc, qu'il vienne. Cette fois, il ne s'en sortira pas aussi facilement. » J'ai serré la main de Léa, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai cru entrevoir une lueur d'espoir. Le commissariat d'Annecy était calme cette nuit-là, presque trop calme. Sous la lumière blafarde des néons, tout semblait figé, irréel, comme dans un mauvais rêve dont je ne parvenais pas à me réveiller. Assise face au commissaire Dupont, j'avais les mains jointes sur la table pour empêcher mes doigts de trembler. À ma droite, maître Adeline Bernard relisait les documents que Léa avait photographiés. Devant nous, le commissaire levait de temps en temps les yeux, l'air sceptique mais intrigué. « Donc, si je résume, dit-il lentement, votre mari aurait planifié votre mort en vous empoisonnant lors d'un déjeuner. »« Oui, répondis-je d'une voix presque chuchotée. Il avait tout organisé. L'heure, la boisson, même l'appel au SAMU, trop tardif. « Et vous avez des preuves ?» Adeline posa le téléphone de Léa sur la table. « Les voici, commissaire. Des photos nettes, un flacon ambré, un papier manuscrit et un relevé de compte. » Dupont fronça les sourcils. « Ce flacon, où est-il maintenant ?»« Dans le bureau de Marc, » répondit Léa. « Dans le tiroir du bas, à droite. »« Très bien, dit-il. On va envoyer une équipe pour vérifier. » Il s'est levé, a parlé quelques secondes à un agent, puis est revenu vers nous. « Madame Girard, vous restez ici en attendant les résultats. » J'ai hoché la tête, épuisé. À peine quelques minutes plus tard, un mouvement près de la porte a attiré mon attention. Marc. Il venait d'entrer, accompagné de 2 policiers. Toujours impeccable, costume repassé, visage soucieux, l'image même du mari aimant et inquiet. « Monique !» s'exclama-t-il avec soulagement. « Dieu merci, tu vas bien. J'étais mort d'inquiétude. » Je me suis levé d'un bond. « N'approche pas. »« Monique, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu es partie sans prévenir avec Léa. J'ai cru que tu avais fait une crise. » Il s'est tourné vers le commissaire, les mains ouvertes. « Ma femme est fragile, monsieur. Elle suit un traitement pour ses troubles d'anxiété, mais ces derniers jours, elle refusait de prendre ses médicaments. »« Quoi ?» ai-je crié. « C'est faux. »« Voyez, dit-il calmement, voilà ce que je vous disais. » Elle se déconnecte de la réalité. Le commissaire Dupont observait la scène sans intervenir, notant chaque mot. Adeline s'est levée à son tour. « Monsieur, vous avez des documents prouvant ce traitement? Une prescription? Un certificat médical ?» Marc a hésité une fraction de seconde. « Oui, bien sûr, je peux les récupérer lundi. Le docteur Morel vous les confirmera. » Son ton était assuré, presque bienveillant. Mais je voyais dans ses yeux cette froideur glaciale que j'avais tant redoutée. Adeline s'est approchée du commissaire. « Vous voyez, monsieur, comment il prépare sa défense. Il sème le doute. Il fabrique des antécédents psychologiques. C'est une technique classique des manipulateurs dangereux. » Marc a ricané doucement. « Manipulateur? C'est moi le manipulateur maintenant? Monique, ma chérie, pourquoi tu fais ça? » « Parce que j'ai entendu, ai-je lancé. Léa a tout entendu. Tu parlais de poison, de mon assurance vie, de ton plan. » Il s'est tourné vers ma fille, son sourire figé. « Léa, ma grande, tu as mal compris. Je parlais d'un projet de travail. » Mais Léa, droite, les poings serrés, a répondu d'une voix ferme. « Non, j'ai entendu ton rire, papa. Ce n'était pas du travail. » Le silence est tombé dans la salle. Puis la porte s'est ouverte brutalement. Un policier est entré avec une enveloppe. « Commissaire Dupont, résultat de la perquisition, monsieur. » Le commissaire a ouvert l'enveloppe et lu rapidement, les sourcils se haussant peu à peu. « Intéressant. » Il a levé les yeux vers Marc. « Monsieur Girard, vous nous avez parlé d'une tache de sang retrouvée dans la chambre de la jeune fille. Vous avez dit avoir été inquiet. C'est bien cela ? » « Exactement, » répondit Marc. «
J'ai cru que Monique lui avait fait du mal avant de s'enfuir. Eh bien, reprit Dupont en posant le papier sur la table, la tache en question provient de votre propre sang. Groupe sanguin B+. Le vôtre, monsieur. Marc a blêmi. Quoi? C'est absurde. Et ce n'est pas tout, continua le commissaire d'un ton ferme. Nos agents ont trouvé, dans votre tiroir, un flacon correspondant exactement à la photo fournie par votre fille. Le contenu est en cours d'analyse, mais les tests préliminaires indiquent la présence d'une substance arsenicale. Vous avez une explication? Marc a reculé d'un pas. Oh non, c'est un piège, elle l'a mis là. Intéressant, dit Adeline froidement. À quel moment aurait-elle pu faire cela, sachant qu'elle était ici, avec moi, depuis 2 heures? Le masque de Marc s'est fissuré. J'ai vu sa mâchoire se tendre, son regard se durcir. Une rage sourde montait en lui, incontrôlable. Le commissaire a posé calmement ses lunettes sur la table. « Monsieur Girard, je vous place en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire, falsification de preuves et fraude financière. » Marc a éclaté. « Vous n'avez aucune preuve. Ce sont des mensonges. » 2 agents se sont approchés. Il a tenté de les repousser, la voix déformée par la colère. « Espèce d'ingrate, tu m'as détruit. Tu n'étais rien sans moi. Je n'ai pas bougé. » Je le regardais, droit dans les yeux, et pour la première fois, je n'ai plus eu peur. Les policiers l'ont maîtrisé, menotté, puis emmené hors de la salle. La porte s'est refermée, laissant derrière elle un silence lourd, presque sacré. Léa s'est jetée dans mes bras. Je l'ai serrée fort, sans un mot. Nous venions de survivre à l'impensable. Adeline a posé doucement une main sur mon épaule. « C'est fini, Monique. Il ne te fera plus jamais de mal. » Mais dans mon cœur, je savais que ce n'était pas encore tout à fait terminé. Il restait les traces, les blessures invisibles, les questions sans réponse. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Les semaines qui ont suivi son arrestation ont été floues, presque irréelles. Tout s'est enchaîné si vite, les dépositions, les expertises, les audiences. Et enfin, la vérité qui s'imposait, froide et implacable. Marc n'était pas simplement un mari malhonnête, c'était un prédateur, un homme qui avait déjà fait une victime avant moi. Les enquêteurs ont rouvert un dossier datant de 5 ans, le décès naturel d'une femme nommée Élise Moreau, son ex-femme, officiellement morte d'un arrêt cardiaque. Mais après exhumation, des traces d'arsenic ont été retrouvées dans ses cheveux et ses ongles. Exactement la même substance que celle contenue dans le flacon découvert chez nous. Quand j'ai appris cela, j'ai ressenti un mélange d'effroi et de soulagement. Oui, il avait déjà tué. Mais cette fois, grâce à Léa, il n'y aurait pas de nouvelles victimes. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. La salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes, des curieux, des voisins. Tous voulaient en voir l'affaire Girard, celle du mari charmant devenu assassin. Je n'oublierai jamais le moment où il est entré, menotté, le regard vide. Il n'y avait plus rien du Marc que j'avais connu, seulement un homme brisé, nu face à ses mensonges. Quand le verdict est tombé, 30 ans de réclusion pour tentative d'homicide, plus 15 ans pour fraude financière, j'ai fermé les yeux. Non pas de joie, mais de paix. La justice, enfin, avait fait son œuvre. 1 an a passé depuis. Léa et moi avons quitté notre ancienne maison, cette cage dorée pleine de souvenirs empoisonnés. Nous vivons désormais dans un petit appartement lumineux à Annecy-le-Vieux. Il est modeste, mais il est à nous, notre refuge, notre nouveau départ. Chaque matin, la lumière entre doucement par la grande baie vitrée de la cuisine. Léa prépare le café, moi le pain grillé. Et parfois, sans rien dire, on se sourit. Parce qu'on sait, on a survécu. Nous avons suivi une thérapie, toutes les deux. La psychologue, Dr Béatrice Laurent, nous a aidés à comprendre ce que nous avions vécu. La manipulation, la peur, la honte, la reconstruction. Léa a retrouvé peu à peu son rire, son humour. Elle parle aujourd'hui de faire des études de psychologie. Elle veut aider les gens à reconnaître les signes, dit-elle souvent. Moi, j'ai repris mon poste à la bibliothèque municipale. Je me redécouvre, lentement. Je cuisine, je lis,
Je marche au bord du lac. Je ne suis plus la femme qui se méfiait de tout. Je suis celle qui a appris à se faire confiance. Un soir, en rangeant mes livres, j'ai retrouvé ce petit papier plié. Le billet de Léa. 5 mots, écrits à la hâte. Fais semblant d'être malade et pars. Je l'ai glissé dans une boîte en bois sur ma table de chevet. C'est mon talisman. Un rappel que, parfois, la survie tient à un geste, une intuition, un mot griffonné dans la panique. Quelques mois plus tard, maître Adeline Bernard est revenue dîner à la maison. Elle nous a annoncé que la vente de la maison et des biens de marque avait été finalisée. Grâce à la justice, tout l'argent détourné serait restitué. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour garantir à Léa un avenir sûr. Nous avons ouvert une bouteille de vin blanc, ri, parlé d'avenir. Adeline a levé son verre. « À vous deux », dit-elle, « à la force tranquille des femmes qui refusent d'être des victimes. » J'ai souri, parce qu'elle avait raison. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante, une mère, une femme et une battante. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai regardé Léa dormir. Et j'ai compris que tout ce cauchemar, aussi terrible qu'il ait été, nous avait rapprochés plus que jamais. Nous avions traversé la peur, le doute, la colère, et nous avions trouvé au bout du chemin quelque chose de plus fort que la vengeance, la paix. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, retenez ceci. Ne doutez jamais de votre instinct, et surtout, n'ayez pas peur d'agir, même si tout le monde vous dit que vous exagérez. Parfois, la seule différence entre la vie et la mort, c'est un simple geste de courage. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.